taf, tu le connais, donc pourquoi est-ce que tu doutes, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à le vendre? Vends-le comme un produit au lieu de te vendre comme une personne, à la limite. Donc je prospecte normalement, mais je prospecte les offres d'emploi pour les transformer ensuite en freelancing. Parce que, comme on a dit, c'est vraiment la liberté de choisir ce que tu fais, à quel moment... La liberté. Salut, et bienvenue à toi dans Polé Polé, le podcast qui t'inspire à faire le premier pas vers une vie plus alignée. Moi, c'est Mathilde, je suis photographe et entrepreneur nomade et créatrice du podcast Polé Polé. Ici, j'interviewe des indépendants qui ont construit une activité professionnelle au service de leur vie et pas l'inverse. Ma mission est de vous partager leur parcours, leurs projets et leurs conseils pour mettre en lumière d'autres définitions du succès et vous inspirer vous aussi à vivre une vie plus libre et équilibrée. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Salut Coralie. Salut Mathilde. Bienvenue sur le podcast. Merci de m'avoir invitée. C'est avec grand plaisir. Tu es ma deuxième invitée. J'ai bien hâte que tu nous racontes un peu tout ton parcours. Oui. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à raconter. C'est particulier. C'est particulier. C'est vrai que tu as un métier qui n'est pas atypique en tant que tel, mais la manière dont tu l'exerces l'est beaucoup plus. C'est vrai que des architectes d'intérieur en digital nomade, ça court pas, quoi. Ça court pas c'est toutes les rues. Pas si évident. Du coup, je t'invite à te présenter. Je m'appelle Coralie. Je suis architecte d'intérieur et dessinatrice projeteuse dans le BTP. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros dessiner des plans du BTP, du coup. Et du coup, tout ça en remote. Donc, je voyage et je fais tout ça à distance. On me demande souvent comment tu fais pour faire architecte d'intérieur à distance. En fait, je fais tout, sauf le suivi de chantier. Je ne prends plus les codes des chantiers à venir. Voilà. Donc, je fais juste la partie, on va dire, la partie plaisir, la partie design, conception, et ça s'arrête à ça, quoi. J'ai plus la partie qui donne un peu mal à la tête. Donc au final, ça me paraît être un bon équilibre que t'as trouvé aujourd'hui. C'est un bon équilibre, surtout qu'aujourd'hui, j'ai censé avoir arrêté de faire les particuliers et bosser qu'avec des entreprises, sauf que bon, j'avoue que j'en prends quand même de temps en temps, quand c'est des connaissances ou des connaissances de connaissances. Mais je ne prends plus les particuliers, je bosse vraiment qu'avec des entreprises, du coup c'est vraiment plus fluide, plus agréable et moins compliqué. Okay. Gardez vraiment la partie plaisir. Mais je t'invite à me raconter un peu plus ton parcours, justement. Qu'est-ce qui t'a amené à justement devenir architecte d'intérieur nomade? Nomade, ouais. On va remonter un petit peu. On va dire mon envie de voyage a commencé quand je suis partie au Costa Rica. Ok. Sauf que, je suis tombée amoureuse du Costa Rica, de la mentalité de là-bas, de la vie. En rentrant en France, je me suis dit, en fait, on n'a rien compris à la vie, faut que je me barre vivre là-bas, tu vois. Donc j'étais prête à tout claquer. De toute façon, ça tombait bien parce que je devais lâcher mon appartement à ce moment-là. Donc sauf que au lieu de déménager, j'ai bradé toutes mes affaires, j'ai tout vendu et j'étais en mode bon allez, dans 2 mois peut-être, je pars au Costa Rica et je vis là-bas. Waouh. Donc, je me suis dit, bon, quand même, avant de partir là-bas, il faut quand même faire un petit peu de thunes. Donc, je me suis dit, je vais prendre un petit CDD, faire peut-être 3-4 mois et avant de partir là-bas, parce que je savais que la vie là-bas tu gagnes pas le même salaire qu'on gagne en France. Clairement pas, c'est divisé par 3 et encore, je suis gentille. Là, bon, donc je vais me faire un peu d'argent avant et après, j'y vais. Je prends un CDD qui, au final, est un CDD pour se transformer en CDI. Sauf que ça, on l'avait pas dit au début, et après, j'étais bon... Alors, je commençais à cogiter, à me dire, bon, est-ce que je devrais pas rester un peu pour vraiment faire de l'argent, pouvoir quand même voyager un peu ailleurs, parce qu'une fois que je serai là-bas, je serai un peu coincée. Donc, la question était vraiment, est-ce que vraiment je pars tout de suite, ou est-ce que j'essaye de me faire de l'argent, de pouvoir voir d'autres pays avant, et ensuite de vraiment m'installer là-bas, parce que c'est toujours, j'allais dire c'était, mais c'est toujours, mon coup de cœur. Et du coup, j'étais à 2 doigts d'accepter le CDI, sauf que c'était en Normandie, je viens de Paris, c'était vraiment dans un village paumé, et je me suis dit, je pourrais peut-être tenir 1 an max, mais pas plus. Et au final, c'était un peu trop spé pour moi. Le patron était très bizarre, pervers, on va dire même carrément. C'était spé. Et je me suis dit, bon, ça sert à rien que je reste coincée dans ce trou-là avec un patron très très chelou. Autant que je retourne à Paris, et si je dois bosser, je rebosse sur Paris, et après j'irai enfin m'installer là-bas. J'ai commencé à bosser du coup dans une boîte de ravalement de façade, dans du BTP. Quelle année du coup? 2019, bien entamé. Du coup, j'ai commencé à bosser avec eux. Entre-temps, j'ai rencontré mon copain. Juste après, on a été confinés. Donc confinement, c'est
qu'est-ce qu'on va faire de nos vies, qu'est-ce qu'on veut faire, on essaie de faire des projets, vu qu'on bosse pas, bah, on essaie de bosser nos projets perso. Donc moi, bah, j'étais là, bon, bah, je vais essayer de bosser mon petit projet de Costa Rica, de permaculture, essayer de creuser un peu tout ça. Donc je bosse là-dessus. Je me dis, encore une fois, bah, en fait, j'ai pas assez voyagé, j'ai envie de voir le monde d'abord. Et je me dis, comment je peux faire ça? Bah, mon copain, pareil, enfin, qui voulait vraiment continuer à voyager et qui avait son meilleur ami, justement, qui est digital nomade. Ça faisait déjà 5 ans, je crois, qu'il faisait ça, ou je sais plus, et du coup, ça lui trottait dans la tête. Du coup, il m'en a parlé, ça m'a trotté un peu, je me suis dit, c'est vrai que ça peut être quand même l'option plus pour pouvoir voyager partout, avant de s'installer en étant sédentaire dans un pays. Je me dis après, bon, Costa Rica, c'est dans le cœur, mais je me dis, bah, après, en voyageant, si ça se trouve, j'ai tombé amoureuse d'un autre endroit, tu vois. Il me dit, ouais, tu devrais te remettre à ton compte. Sauf que moi, j'étais un peu traumatisée de ça, de me remettre à mon compte, vu que j'avais déjà bossé à mon compte. Ah oui? T'avais fait quoi, du coup? Pareil, archi d'intérieur, mais je bossais avec une agence. Enfin, l'agence, c'est un mec et notre mec qui gère les chantiers. Donc, c'est un archi et un mec de chantier, et c'était ça notre agence. Okay. Et ma collègue, du coup, qui est ma meilleure amie. En fait, elle faisait son alternance avec lui, et du coup, moi, c'était pendant que je me formais justement à l'architecture d'intérieur. Et du coup, bah, j'ai commencé à bosser avec lui pendant que je me formais, en fait. Sauf que, oh là là, ces années, ça nous a bien traumatisés entre l'URSSAF, toutes les galères de chantier, lui qui nous payait absolument pas, qui faisait aussi fuir nos clients. Enfin voilà, ça m'a un peu traumatisé en fait, d'être à mon compte. Et là, le petit blocage, c'était, bah, fallait se remettre à son compte. Donc j'étais à mon, ok, va bien falloir le faire. Il m'a proposé de faire la formation de Ambroise. Je vais faire sa promo au passage. Bah oui. Donc c'est comme ça. Salut Ambroise. Donc en gros, il connaissait d'Adrien du coup, Ambroise, qui avait cette formation pour devenir digital nomade. Donc je me suis dit bon, allez, donc je me remets à mon compte, je fais cette formation en même temps et on voit quoi. On se lance et puis basta. Formation. Je l'ai faite, je me suis dit bon allez, pourquoi pas. J'ai continué à bosser avec mon entreprise actuelle. Moi je me disais bon bah comment je vais faire pour quitter mon boulot, essayer d'avoir la garantie parce que quand tu te lances en auto-entreprise, t'as pas des clients directement. Donc je me dis bon bah à côté de ça, faut au moins que j'ai le chômage au cas où quand t'as pas de clients. Et sauf que si je démissionne de mon taf, c'est mort. Donc je me suis dit bon bah faut que j'arrive à trouver comment faire pas au préalable, comment on dit encore ? Une rupture conventionnelle. Une rupture conventionnelle. Et du coup, je savais que ça serait compliqué, mais je me suis dit, bon, bah écoute, de toute façon, jusqu'à cet été pour passer à l'acte, et ouais, ça casse, quoi. Donc au final, entre-temps, il s'était passé plein de trucs, j'étais moins motivée dans le taf, et puis il y a eu un moment donné où j'ai dû louper 2 jours de taf, bon, pour des raisons personnelles, et du coup, c'était pas du tout le bon moment pour lui. Ça s'est bien vu, et du coup, quand je suis revenue, c'était... Bon, faut qu'on parle, rupture conventionnelle, vous connaissez. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode genre, bon, bah, à l'air de rien, moi, ça me va très très bien. Ça me va parce carrément. Que, c'était déjà ça dans ma tête. Donc, bon, bah, ça a dû bien se ressentir. Au final, rupture conventionnelle plutôt que prévu. Ouais, pour moi, c'était dans la période de Noël. Donc, pour moi, c'était décembre, janvier, quelque chose comme ça. Et nous, on a lâché nos apparts en mai-juin. 2021, du coup? Ouais, du coup, 21, ouais. Moi, j'avais fait mon premier mois... test entre guillemets à Lyon, parce que j'avais ma meilleure amie qui avait son stage à Lyon et qui psychotait un peu d'y aller toute seule dans une nouvelle ville et je c'est l'occasion. Nous on a tout lâché et je teste un peu le nomadisme. Donc premier test pour moi à Lyon. Génial. J'ai adoré Lyon. Génial, franchement trop top. Je vends la ville. Donc super sympa. Les cafés sont très bien, j'ai pu goûter un peu la vie de nomade là-bas, quoi. Ensuite, on est parti au Portugal. On a fait Lisbonne d'abord un peu en vacances. On a commencé en août. Et après on a commencé à bosser en mode nomade. Au Portugal. Au Portugal. Donc c'était franchement première expérience très sympa. Lisbonne, j'avais vraiment adoré. Porto un peu moins. Okay. Parce que Porto déjà c'est un peu plus petit, donc je pense qu'en vacances j'aurais adoré aussi, mais en digital nomade c'est un peu... C'est pas pareil. Ouais. On est resté longtemps je crois. Je sais plus si on avait fait 1 ou 2 mois, mais c'est pas pareil. Et c'est aussi nous, le fait de... en fait on se lève le matin ensemble, on va au cowork ensemble, toute la journée dans le même cowork, on mange ensemble le midi, on mange ensemble le soir, on va à la salle de sport après le cowork ensemble. En fait, c'était tout ensemble et on s'est dit bon là, c'est pas, on s'est mal organisé, là ça va pas trop, tu vois.
Donc Porto c'était un peu lourd, mais c'est pas d'autres nomades sur place, donc c'est même pas comme si on pouvait de temps en temps faire des soirées séparées ou avec juste voir d'autres têtes quoi en fait, simplement. Et c'était vraiment tous les deux, matin, midi, soir, et c'était un peu chiant. Un petit peu too much. Un peu trop. Donc voilà. Maintenant on arrive un peu à savoir comment pas être trop l'un sur l'autre et savoir qu'il faut pas, c'est bien bosser ensemble, ok c'est cool, mais pas tout le temps et pas toute la journée et pas tout faire ensemble quoi. Après Porto on a été à Lagos. On avait un énorme appart, genre il était gigantesque pour rien en fait, mais c'était énorme et c'est trop bien parce que du coup on pouvait bosser vraiment chacun de notre côté et de pas se voir la journée. Donc là on bossait un peu chacun de notre côté et c'était pas mal. Okay. Donc voilà, donc essayer de faire son petit sport chacun de son côté de temps en temps, juste pas être trop l'un sur l'autre. Et du coup ça va, c'était plutôt sympa. En plus j'avais des copains qui étaient venus pendant presque une semaine je crois, donc bon, ça avait fait voir d'autres têtes, c'était plutôt sympa. Et après ça on était retourné à Lisbonne et c'est là où on avait commencé à rencontrer d'autres nomades sur place. Donc à se faire des soirées avec eux, à avoir d'autres têtes, et ça faisait vraiment du bien aussi en fait de parler à d'autres personnes. C'est bête à dire, mais vraiment juste avoir des personnes avec qui parler, avec qui passer de bons moments, faire des restos, prendre des verres. Une vie sociale. Une vie sociale quoi en fait. Et moi j'en ai vraiment besoin de ça, une vie sociale, c'est très très important pour moi. Donc on s'est dit en fait non ça va, quand on rencontre d'autres têtes, ça va, on est trop l'un sur l'autre, juste tous les deux, juste donc ça va. Donc décembre on rentre pour les fêtes, c'est cool, c'est sympa. Et après du coup c'était la Thaïlande directement. Donc ouais, j'ai l'impression que la Thaïlande c'était hier, vu qu'on y est encore d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que le Thaïlande de l'année dernière, c'était hier, sauf qu'au final, non, ça fait un petit moment maintenant quand même. Ça y est. Ouais, il s'est passé des choses depuis en plus. C'est passé des choses, ouais, clairement. Donc voilà, lui était parti 1 mois avant moi. Okay. Parce que moi, ma sœur est enceinte et j'allais avoir mon petit neveu. Moi, je suis restée, lui était parti avant moi 1 mois. Et du coup, on s'est rejoints. Donc, arrivé Bangkok, je ne connaissais rien à l'Asie. Je déboule avec mon gros sac à dos toute seule au milieu de la ville. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et au final, à ma grosse surprise, je me sentais, pas comme à la maison, mais un peu, quoi. Enfin, je me sentais aussi safe, voire même plus, que quand je me balade dans les rues de Paris, tu vois. Enfin, alors que j'étais dans une énorme ville d'Asie que je ne connaissais absolument pas. Je ne savais même pas où j'allais. Je me balade dans la ville, je marche, je me perds. Et je me perds, mais je m'en fiche. Et je marche, je me suis même retrouvée dans le quartier un peu glauque, on va dire, de Bangkok. Au final, je me sens bien. Enfin, je me sens bien dans le sens où je me sens pas insécure. Donc t'es là, ok, bon, finalement, ça va. Ensuite, vient l'heure où il faudrait peut-être que j'aille à l'aéroport, donc j'y vais, je prends mon avion, et je le rejoins, du coup, sur Chiang Mai. Chiang Mai. Alors... Parlons de Chiang Mai. Parlons de Chiang Mai. Alors, il me vendait mes Chiang Mai, mais à gogo. Alors que, déjà, il me vendait l'Asie à gogo, alors que moi, je suis Amérique latine à fond. Ouais. Et alors, j'étais là, donc, oui, ok, c'est bien, oui, on va tester l'Asie, oui, on va faire, mais après, direction Amérique latine, ok? Il me vend Chiang Mai, je me dis, mais je comprends pas, c'est une ville. Il y a quoi d'intéressant? Genre, non, on va pas en Thaïlande pour rester en ville. Moi, je veux la plage, je veux aller sur les îles, laisse-moi me baigner, laisse-moi prendre le soleil, enfin, pas être en ville. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, on prend déjà 1 mois. Du coup, coup de cœur. Parce que Chiang Mai, comment dire, c'est juste magique. C'est le mot, je crois, ouais. C'est magique. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est une énorme ville, mais en même temps remplie de verdure. J'aime bien parce que du coup, je regarde par la fenêtre. Je regarde, la montagne qui est cachée, parce que là, il y a la bonne saison, mais bon, voilà. Mais tu te dis, c'est une ville. En même temps, c'est super vert. Donc c'est la campagne, et moi, c'est ce que j'avais peur qu'il me manque, en fait. Enfin, je me dis, je me retrouve en ville, merci. Enfin, moi, j'ai besoin de me ressourcer, de me sentir bien, d'avoir de la nature et tout autour. Et de la nature, t'en as. T'en as à gogo, là. T'as des cascades, t'as des sentiers, t'as des trucs, enfin, vraiment, t'es bien, en fait. Et du coup, j'étais là, bon, au final, c'est pas mal, on peut rester encore un peu, ouais. Lui, il est resté 5 mois, du coup, moi 4. On est passé de 1 mois Chiang Mai à 4 mois, quand même. C'est que vraiment, il y a eu un gros coup de cœur. Et encore, je pense qu'on est parti faire notre 1 mois et quelques à Koh Phangan, parce que vraiment c'était nos derniers mois en Thaïlande, et que moi je connaissais rien à la Thaïlande, lui il connaissait déjà,
Donc, fallait quand même que je visite autre chose que Chiang Mai, quand même. Pour ma part, j'ai pas du tout apprécié. Qu'est-ce qui est changé par rapport à Chiang Mai C'est, déjà, Chiang Mai, c'est la facilité. T'as tout à portée de main, ou à portée de main, ou à portée de scoot. Là, fallait tout le temps prendre le scoot. Ce qui a pas aidé aussi, c'est que on a fait l'erreur de booker 1 mois et quelques notre logement, alors que on l'avait pas vu avant. Et que le truc, c'était littéralement une cabane en bois. Mais quand je l'appelais la cabane, c'est vraiment pas une blague, quoi. C'est du bois, du bambou et quelques bouts de béton, quoi. Et vraiment, c'était ça notre habitation. C'était moins confort qu'à Chiang Mai, du coup, hein. C'était pas le condo, quoi. C'était pas ça. Du coup, ça n'aidait pas. Parce que du coup, t'es vraiment, vraiment obligé d'être tout le temps dehors. Sauf que, en plus de ça, tout n'est pas à côté. Y a pas un choix immense de café où bosser. C'était pas la bonne situation, quoi. Franchement, ça n'allait pas. Il y avait rien qui collait et ça allait pas du tout. Je trouvais que c'était moins dépaysant parce que c'était pas la population locale, quoi. C'était pas des Thaïs. C'était beaucoup de western. Beaucoup de touristes. Beaucoup de touristes. Et c'était pas l'atmosphère que je cherchais, en fait. Enfin, c'était pas ce que tu cherchais, ouais. Franchement, Koh Phangan, je pense en vacances, ça peut être génial, vraiment. Mais en tant que nomade digital, bosser là-bas, c'est pas l'idéal, du tout. Je te fais rebondir là-dessus, justement. C'est quoi les infrastructures dont tu as besoin pour toi te sentir bien? Et est-ce qu'il y a aussi, en termes de destination aussi, en termes d'authenticité, est-ce qu'il y a quelque chose que tu recherches plus? Moi, je veux être dépaysée. Je veux pas arriver dans un endroit où j'arrive, c'est que des touristes. Enfin, aucun intérêt pour moi. Aucun. Je me dis, dans ce cas-là, autant que je reste en France, et voilà. Et puis voilà, nous aussi, on a des touristes après, quoi. Enfin, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est vraiment être dépaysée, rencontrer des locaux. Bon, rencontrer des Thaïs, c'est compliqué, hein, mais juste, je sais pas, tu vas au café, tu parles avec le gars du café, tu vas au resto, t'as tes petites habitudes, comme nos petites dames aux fruits avec qui on parle, nos gars des cafés avec qui on parle, enfin, t'as tes petites habitudes, quoi. Pour moi, c'est important de vivre l'expérience Thaï. Donc, Koh Phangan, c'est pas l'expérience Thaï pour moi. Chiang Mai, j'ai trouvé que ça m'a vraiment poussé à être productif niveau boulot. En plus, t'es entouré de plein d'autres freelance, plein d'autres digital nomades, plein d'autres personnes qui sont soit plus avancées que toi, soit au même stade, soit moins, mais chacun avec ses expériences, et du coup, se les partage, et du coup, tu tentes de nouvelles choses, et du coup, vraiment, ça t'aide. Donc, d'avoir une communauté autour de toi où t'as pas mal de freelance, ça t'aide vraiment. D'avoir un endroit où vraiment t'as une atmosphère, une activité qui te pousse aussi à bosser et à tenter de nouvelles choses. Donc ça aide vraiment. Donc là, vous passez 4 mois en Thaïlande, et vous allez où après? Donc, du coup, Budapest. Ouais, on s'est retrouvés. 6 mois, on a fait 2 mois à Budapest ensemble, d'ailleurs. Encore, ouais. Donc c'est marrant parce que du coup, vraiment, on retrouve des nomades qu'on croise sur la route. Moi, j'en ai vu que j'ai croisé à Lisbonne, que j'ai retrouvé en Thaïlande, que du coup, que j'ai même retrouvé aussi à Bouddha. On se croise dans les pays, et ça, c'est cool. C'est vachement sympa. Et du coup, Budapest, franchement, grosse ville. Nous, ça nous arrange parce qu'en plus, c'est en Europe, et justement, juste avant les fêtes, c'est bien de rester dans le coin, c'est pas mal. Pareil, on a fait de septembre à décembre. Franchement, super sympa. C'est une ville magnifique. Enfin, moi, je suis devenue folle parce que l'architecture, voilà, quoi. Ah ouais. Donc là, cette ville, incroyable. Donc vraiment... Moi, je recommande Bouddha. Budapest. J'arrête de l'appeler Bouddha. Je recommande vraiment Budapest sur quelques mois. Ça peut être vraiment sympa. Et je pense que ça peut être plus sympa en été. Je pense qu'il y a une autre vibe. Toi, tu l'as testé un peu en été, d'ailleurs. Ouais, moi, je suis arrivée au mois d'août. C'était sympa, le mois d'août. C'était plus joyeux. Là, il y a du soleil. Tout le monde est plus content qu'il y a du soleil. Donc voilà. Pareil, t'as le choix de cowork, t'as le choix de café. La vie, franchement, elle est pas chère là-bas. Donc tu trouves des logements super sympas pour des prix, ça varie vraiment, mais franchement raisonnable. T'es bien pour bosser, quoi. Ouais, donc en termes de productivité aussi, et justement, je t'invite à nous parler un petit peu aussi justement de ton évolution de freelancing à ce moment-là, parce que du coup, donc, tu as fait la formation d'Ambroise, tu t'es lancée. Je me suis lancée. Et à quel moment, dans ton parcours, t'as pu en vivre mieux. Honnêtement, là où j'arrive à en vivre mieux, c'est depuis... d'ailleurs, j'allais dire là, donc depuis Budapest, où ça a commencé vraiment à se bouger un peu plus. Chiang Mai, ça s'est découpillé quand même. Ok. Justement, j'ai trouvé que ça m'avait bien boosté, parce que ça avait vraiment dégoupillé, je vais dire ça. Ça avait bien débloqué des choses dans mon activité.
Par rapport à quoi, justement? Qu'est-ce qui te bloquait avant, du coup? Parce que j'imagine que c'est compliqué de passer de salarié à freelance, surtout sur un métier... Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est toutes les techniques de prospection, Alors moi, je suis la reine de la procrastination. Parce que mon copain m'aide beaucoup là-dessus aussi pour me donner des techniques pour trouver de nouveaux clients, faire les choses, Alors, il me tanne avec le cold call. Le cold call, oui. Chose que je ne fais pas encore et que je devrais. Mais ouais, c'est dur, on est d'accord. C'est pas facile. Ça, c'est la next tape. Mais déjà juste prospecter à gogo. Ne pas hésiter à relancer encore et encore. T'apprends soit des expériences des autres, soit par toi-même, en fait. Juste ne plus prendre déjà les choses personnellement, ne plus se prendre la tête et y aller, en fait. Enfin, donc ça, c'était par rapport à ta vie de salarié, c'était la plus grosse difficulté. C'était juste tout se vendre, en fait, tout cet aspect, se vendre. Non, j'ai jamais eu à me vendre, en fait. Enfin, on peut pas dire que passer dans l'entretien, c'est se vendre. Enfin, honnêtement, les entretiens, limite à chaque fois, j'avais toujours l'impression que c'était l'entreprise qui se vendait plus que moi, je me vendais, tu vois. Je trouve que les entretiens ne m'ont jamais appris à me vendre. Donc vraiment, j'étais sortie de nulle part en mode, je dois apprendre à me vendre. Et ça, c'est pas naturel avec moi. Alors, je peux te vendre des trucs sans souci et être à l'aise. Enfin, je sais pas, j'ai bossé à Disney Store, tu vois, par exemple. Enfin, je peux te vendre des objets, des trucs. Y a pas de souci. Mais si c'est me vendre moi, là, ça va être compliqué, tu vois. Peut-être un problème de confiance, se dire, en fait, ton taf, tu le connais. Donc, pourquoi est-ce que tu te doutes? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à le vendre? Vends-le comme un produit au lieu de te vendre comme une personne, à la limite. Et c'est vrai que se détacher de sa personne et voir son activité comme autre chose, ça a été un cap qui a été très dur pour moi. Et du coup, justement, c'est d'être avec d'autres personnes comme ça où j'ai appris qu'il faut détacher tout ça et se lancer. Le fait d'être entouré d'autres entrepreneurs qui aident à se booster. D'ailleurs aussi, écouter pas mal de podcasts aussi, d'ailleurs. Ça m'a bien aidé. De toute façon, on n'a rien à perdre. Enfin, au pire, il se passe quoi? Au pire, rien. Au pire, on te dit non, et puis basta. Enfin, c'est pas la fin du monde, et voilà. Donc, depuis Bouddha, où quand même ça commence à cravacher un peu plus, et on en voit les fruits, en fait. Enfin, franchement, ça commence à bien se bouger. Alors, donc, du coup, t'as fait les fêtes de fin d'année en France. Oui, on remet les choses dans l'ordre. Du coup, Budapest. Ensuite, rebelote, c'est les fêtes de Noël. Donc, retour en France. Et départ, janvier. Pour revenir ici. Pour revenir à la maison. À Chiang Mai. Donc, là, au moins, c'est bien parce que, y a déjà tous les repas qui sont là. Pas de soucis. Enfin, tu sais dans quel café où t'es le plus focus. C'est dans quel café où, j'ai pas grand chose à faire. Donc, allez, je vais là. Je sais que ça va aller vite. J'ai besoin d'être focus et, limite, de croiser personne. C'est con aussi de dire ça, mais j'ai besoin de croiser personne. Bon, là, je vais dans ce café-là. Généralement, y a personne. Mais au pire, je sais que, par exemple, le Waco, toi aussi, je sais que c'est du deep focus que tu as besoin là-bas. Oui. Donc, tu dis, de toute façon, si on est là-bas, c'est que pour du deep focus, donc c'est pas grave. Tu connais les cafés, tu sais les endroits où aller, et tu sais, en fonction de ton taf, tu sais où aller, quoi, tout simplement, voilà. Où aller, tout simplement. Est-ce que tu sens, du coup, la différence dans ton business maintenant de revenir à un endroit que tu connais autant et dans lequel t'es aussi productive et efficace? Franchement, ouais, je vois la diff. Pour moi, ça aide beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup. Ça aide aussi pour les calls. Je suis beaucoup plus à l'aise d'être dans mon appartement où je sais que par exemple même si mon copain il est là au moins il est dans la pièce à côté. Je déteste avoir quelqu'un dans la même pièce quand je fais des calls et je déteste avoir quelqu'un qui m'entend, donc à chaque fois je lui dis de mettre ses écouteurs parce que je ne suis pas encore à ce cap là. Je déteste qu'on m'entende parler quand je suis surtout quand je découvre le client, tu vois, enfin quand c'est vraiment un prospect et que on est à froid, non, je déteste être entendu par d'autres personnes. C'est pour ça que je te disais que je détestais faire ça dans les cafés. Donc là, vraiment, avoir la maison où je suis bien, où je peux faire mes calls, et là, je peux en enchaîner, il n'y a pas de souci. Là, ça fait du bien, tu vois. Donc, faire plein de calls, plein de visios, et du coup, ça bouge. Et ça, oui, t'as les résultats. Il y a les résultats, et pour le coup, je vois que effectivement, c'est vraiment balancer un tas de calls, te balancer, et en fait, ça vient, quoi. Donc là, ça va beaucoup mieux, et faut que je continue sur cette lancée, quoi. Et du coup, malgré toutes les difficultés que le freelancing a soulevées, est-ce que tu te reverrais passer salarié? Et si oui ou sinon, pourquoi? Qu'est-ce qu'aujourd'hui le freelancing t'apporte autant pour avoir fait ce choix et continuer à le faire? Ouais, alors justement, bonne question parce que
début Budapest, où je commençais vraiment à paniquer en mode... Enfin, je me disais vraiment, j'en ai marre d'avoir une mission par-ci, par-là, que ce soit trop... pas récurrent. Enfin, que c'était pas du tout récurrent, et ça commençait à être un peu flippant. Et du coup... la question était, est-ce que je devrais pas limite me trouver un CDI à distance et au moins pour sécuriser un moment et continuer à prendre quelques missions sur le côté ou autre. Donc j'avais commencé à postuler. Parce qu'il faut savoir aussi que je prospecte d'une manière... Donc je prospecte normalement, mais je prospectais déjà de base les offres d'emploi pour les transformer ensuite en freelancing. Ah, intéressant, explique-nous. Et franchement, ça marche. Enfin... Je pensais vraiment que les entreprises me diraient mais qu'est-ce que tu me racontes, enfin nous on va en CDI, ciao, tu vois. Mon moteur de recherche de prospection, c'est LinkedIn, à gogo. Donc soit en message, soit du coup maintenant depuis un moment du coup, où je postule à des offres d'emploi et je leur envoie ma lettre en mode de motivation entre guillemets, comme quoi moi je suis freelance dans ça, j'ai l'habitude de bosser avec des entreprises comme la vôtre, blablabla, est-ce que ça vous intéresserait du coup en gros de bosser avec moi mais en freelancing du coup, faire la même chose que votre salarié, sauf qu'au final je suis freelance et y a rien qui change en fait. Et ça, je pensais vraiment que les gens le comprendraient pas, et finalement il y en a beaucoup plus qui le comprennent et qui sont en mode genre ouais pourquoi pas. En fait les seuls qui ont vraiment une appréhension ou qui veulent pas tout court, c'est quand vraiment ils ont besoin de personnes qui passent sur les chantiers, etc. Ils ont besoin de quelqu'un physique. Donc là c'est clair que c'est mort et enterré. Mais quand ils ont vraiment besoin plus d'une personne dans les bureaux, que je sois en physique ou en distanciel, ils s'en fichent. Et au moment où justement je commençais à paniquer un peu parce que cette récurrence a été pas assez présente, je me disais tant qu'à faire, autant que ces offres-là, comme je fais d'habitude, je postule, sauf que là, je leur dis, du coup, en distanciel, mais en CDI, tu vois. Donc, je me suis dit, allez, on balance. Et justement, là, j'en ai une qui m'a répondu récemment. Enfin, souvent, ils me répondent, mais justement, eux, ils me disent, je vois que vous êtes freelance, vous voulez quoi? Vous voulez rester en freelance ou vous voulez être en contrat? Moi, je leur dis, moi, ça me va très bien de rester en freelance, ça m'arrange. Comme ça, je peux prendre autant d'autres missions que je veux. Je suis pas bloquée aux horaires de la boîte, je suis pas, enfin, bref, je suis restée libre, quoi. Enfin, puis si ça me plaît pas, si ça leur plaît pas, on arrête et puis basta, tu vois. T'es plus libre de tes mouvements et de tes choix, et comment tu contrôles ton emploi du temps aussi. C'est exactement ça. C'est pas on contrôle mon emploi du temps, c'est moi qui le fais, et tant que, si les rendus sont rendus au bon moment, écoute, c'est ce qu'il faut et basta. Et là, justement, j'ai une boîte qui m'a répondu, et en fait, je continue à balancer, mais la fameuse lettre que j'avais modifiée pour que, du coup, que ça reste en CDI. Mais comme j'avais l'habitude que, ils me disent, oui, si tu veux rester en freelance, c'est mieux, tu vois. Et du coup, je me suis dit, allez, on continue. Là, eux, par exemple, ils m'ont contacté, mais c'est pour du CDI. Alors, du coup, là, la question est, est-ce que vraiment j'ai envie de passer à du CDI ou pas? Franchement, la réponse est non. Donc, je vais essayer de bien les travailler pour qu'ils changent, tu vois. Vraiment, je vais leur dire, par contre, le freelancing, c'est pareil, donc je vais essayer de voir, parce que là, je vais les avoir bientôt en visio, et... Donc, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ce serait un CDI quand même à distance, qui te ferait juste changer, en fait, le terme, le contrat, en fait, en tant que tel. C'est ça. Mais le fait de passer salarié, c'est... Non, ça me coince un peu. Ça te coince. Ça me coince un peu. Après, à voir, c'est vraiment le truc et le poste intéressant et tout. Je vais pas non plus laisser passer ça, tu vois, mais j'aimerais vraiment continuer, du coup. Okay. En tant que freelance, et parce que, comme on a dit, c'est vraiment la liberté de choisir ce que tu fais, à quel moment, t'as des comptes à rendre à personne, en fait, sauf à toi. La liberté. La liberté. Surtout qu'en plus, si t'es salarié et que, déjà, faut s'accorder sur des créneaux pour essayer de s'appeler. Mais par exemple, si là, on part en Corée, je crois que c'est 8 heures, je crois, à l'heure actuelle. Donc 8 heures de décalage avec ton entreprise, ça fait un peu beaucoup. Donc j'ai pas envie de me retrouver à devoir travailler je suis pas digital nomade pour me retrouver à bosser à 22 heures du soir pour faire des calls et machin, tu vois. Le but, c'est de profiter et de vivre justement ta vie sur le pays, au fuseau horaire du pays, et d'être libre, quoi. Donc non, je me vois pas faire des journées en décalé, travailler le soir ou très tôt le matin ou en pleine nuit comme pour certains. Si vraiment le poste m'intéresse, je vais tout faire pour qu'ils me prennent en freelancing et pas en CDI. Donc LinkedIn, très bon endroit à prospect, c'est là où je trouve tout.
d'ailleurs, la next step que je dois faire. Parce que je t'amène à justement, c'est quoi les next steps pour toi dans tout ça? Je n'ai toujours pas publié sur Link. Je n'ai jamais publié sur Link. Et pour me faire de la visibilité, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et oh là là. Alors déjà, le premier commentaire sur Link, j'ai mis du temps. Et quand je l'ai fait, au début, t'es comme ça, et tu te dis, mais en fait, une fois que t'envoies, t'es là, mais en fait, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fiche de ton commentaire, donc pourquoi est-ce que tu paniques? Mais au final, mon post, c'est pareil. C'est soit ça va intéresser, soit ils en ont rien à cirer, et puis ça passera aux oubliettes, et puis basta, quoi. Mais t'as quand même ton homme qui est très actif sur LinkedIn, donc... Qui est alors très, très, très actif, qui poste tout le temps, donc ça, je peux te le dire, qui me ravage de poster. La visibilité. Donc, du coup, tu te projettes toujours en freelancing? Toujours en digital nomade? Est-ce qu'il y a des choses que tu remets en question? Alors, justement, la vie de digital nomade, alors je me suis dit, bon, alors, combien de temps? 1, 2, 3... Honnêtement, en fait, j'en sais rien. Okay. C'est tant que j'en aurai envie, ce sera en digital nomade. Je tiens à ce que ça reste en freelance, du coup, quand même. Ok. Pour garder cette liberté et vraiment aller où j'ai envie. Ne pas avoir cette contrainte de fuseau horaire, ne pas avoir la contrainte de devoir rendre des comptes à quelqu'un. C'est du coup vraiment la vie de digital nomade. Il y a pas de deadline. Ok. C'est vraiment suivre ce que la vie me donne et ce que j'ai envie de faire, quoi. Et le freelancing, du coup, ça va avec. Hein. Et même, honnêtement, je me dis, si un jour je redeviens sédentaire, je deviens ça un jour parce que bon, j'en sais rien, du coup. Est-ce que j'aurais envie de rebosser en entreprise? Non. Okay. Franchement, c'est un gros non. Et je pense que tant qu'à faire, peut-être que ce sera carrément un autre métier. Carrément, je sais pas, lancer un produit, lancer quelque chose, faire autre chose, mais ce sera toujours à mon compte. Ou alors faire ma propre boîte, je sais pas, mais... Vraiment pas retourner salarié. D'accord. Là, le level up, vraiment de plus tard, c'est faire sa boîte, quoi. C'est par rapport à la liberté que tout ça t'offre, tu sens que tu pourrais pas revenir en arrière. Je me vois pas revenir en arrière, franchement. Je me vois plus, justement, évoluer, et l'évolution, je pense, après auto-entrepreneur, c'est ton entreprise, mais pas... non. Pas retourner en arrière. Pour moi, ce serait un step en arrière. C'est un step en arrière qui, si c'est nécessaire, oui, tu le fais. Et c'est pas ce que je vois dans mon évolution, quoi. Non. Le but, c'est de continuer à gagner ta vie et d'avoir le contrôle sur ton temps Exactement. Et tes activités. Exactement. Le but, c'est de grandir, de grossir et de vivre comme j'en ai envie sur le moment et de me laisser porter. Laisser porter par la vie, quoi. Ce sera le mot de la fin, en tout cas pour mes questions que j'ai à te poser. Merci du coup d'avoir répondu à tout ça et je t'ai bien cuisiné. Merci à toi. Et du coup, je décide de terminer mes podcasts en demandant à mes interviewés de me poser une question. Yes. Donc je ne connais pas la question d'avance, je t'ai laissé réflire à ma petite question. À ta petite question, donc je te laisse me la poser. Alors ma question, qui du coup est en lien avec tout ça quand même, c'est lequel de tes voyages a eu le plus d'impact sur toi? Elle est excellente cette question et c'est marrant parce que il y a quelques mois je t'aurais donné autre chose et je vais te donner je t'aurais donné la Corée du Sud et je vais te donner Chiang Mai. Et maintenant tu me donnes Chiang Mai. Qu'est-ce qui a fait que ça change? La Corée du Sud, c'est vrai que ça a été un premier palier pour justement dire non à mon ancienne vie d'ingénieur et ça a été le début de passer le cap en tant que photographe et compagnie. Mais donc ça a eu quand même une grosse incidence sur ma vie, c'est sûr. Mais Chiang Mai l'année dernière a eu un énorme impact aussi. Donc j'ai bien envie de répondre Chiang Mai cette fois-ci, mais c'est pour d'autres raisons et pour la simple et bonne raison déjà que j'ai rencontré, je vous ai rencontré vous. Yes. J'ai rencontré toute cette team de digital nomades et comme tu dis, ça change tout. La dynamique, ça change tout, la vie sociale et ça change complètement aussi les projets parce qu'on est complètement influencé, parce qu'on projette plus loin. On projette plus loin et plus haut. Ça a tout changé pour moi l'année dernière. Je pense, pour beaucoup de personnes, je pense. J'ai plus envie de revenir, pour le coup, d'avoir fait du digital nomadisme en plus solo et comme tu disais, moi entourée. C'est pas ce qui me convient. Ça change beaucoup de choses, pro et perso, évident. Chiang Mai, c'est magique. Chiang Mai, c'est magique. Il y a quelque chose de magique. On va conclure là-dessus. Yes. Merci. On va faire un petit plouf.
Ah oui. Oui, on va aller faire un petit plouf dans la piscine du Escondo. Pour rafraîchir. Se rafraîchir après 1 heure d'interview. C'est ça. Bon, bah, merci beaucoup, Mathilde. Ah, non, merci à toi, Coralie, vraiment. C'était vraiment sympa. Je suis contente que tu aies apprécié ce moment et c'est très réciproque. Merci. Merci, Coralie. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode. Je vous invite à le partager, me suivre sur les réseaux et vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain. En attendant, n'oubliez pas, polé polé.